Bon, comme vous le savez, chaque année, là où il y a du bon, il y a également du mauvais. Cette année fut assez intéressante dans son genre, parce que mine de rien, j'ai vu du mauvais, j'ai vu du très mauvais, j'ai vu du très mauvais. Mais à chaque fois, ça avait ce petit goût un peu croustillant en fin de bouche. 2019 fut une année particulière de ce côté-là, car là où beaucoup y ont trouvé des déceptions, plus que de véritables mauvais films, personnellement j'ai surtout trouvé des mauvais films. Production assez catastrophique, ne cherchant jamais à proposer quelque chose de neuf aux spectateurs ou simplement quelque chose de prenant ou de passionnant. Je pense profondément que dans ces films, vous allez surtout retrouver des longs métrages que vous attendez, si vous me connaissez. Mais encore une fois, il va y avoir quelques perles que vous n'imagineriez pas forcément trouver dans ce genre de classement. Mais comme toujours, gardez en tête que ce sont pour moi et uniquement pour moi les plus mauvais films de l'année. Et ce n'est en rien une vérité absolue, bien au contraire. Donc libre à vous d'en débattre. Mais ne perdons pas plus de temps. Voici mes 10 films que j'ai le moins appréciés en cette année 2019, à commencer par un numéro 10 que franchement, j'aurais pu mettre dans mes attentes de l'année, qui s'est révélé être une immense déception. Il s'agit surtout d'une promesse complètement loupée. Parce que sur le papier, le concept, le genre, le style, tout avait l'air original et créatif. Mais pour le coup, Rupert Wyatt s'est complètement loupé avec ce long métrage d'apocalypse alien qui n'est jamais ce qu'il promet, et qui même pire, se permet le luxe de démarrer dans son générique de fin, ce qui m'a peut-être le plus fait rire de toute ma séance face à une œuvre profondément et tristement décevante. Je ne dirais pas que c'est une purge, car franchement cela reste vraiment intéressant en termes de mise en scène, de conception et de rythme, mais pour moi, c'est juste une immense publicité mensongère qui développe des points d'écriture et de dramaturgie qui ne prennent jamais forme pour donner simplement lieu à une œuvre maladroite, bancale et jamais prenante. C'est surtout complètement vain dans son genre. Et franchement, c'est surtout ça qui me fait mal au bout du compte. Mais ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite au numéro 9. Bon, pour le coup, là, ça fait vraiment mal, parce que c'est un super comics, c'est une super réalisatrice, c'est des super actrices qui font n'importe quoi. Andrea Berloff est une auteure oscarisée, primée, qui livre ici un film complètement découpé au sécateur qui n'a aucun sens, aucune profondeur, aucune justesse de mise en scène et de conception, et qui du coup se perd dans une espèce de mélodrame complètement vain, qui, comme son prédécesseur, commence au moment où il s'arrête. Syndrome d'un film à l'ambition certaine, mais à la forme complètement ciselée et bourrée de défauts, qui ne prend jamais en compte la base même de ses personnages, et qui du coup préfère tracer un chemin complètement crétin et peu subtil. Et c'est surtout décevant de se voir Elisabeth Moss et Melissa McCarthy ne pas réussir à relever le niveau d'une œuvre où elles auraient littéralement pu être tout simplement brillantes de perfection. C'est un énorme gâchis de talent, duquel on ne ressort absolument pas indemne. Comme c'est un peu le cas sur le numéro 8 d'ailleurs. One day you'll be rich and you'll fall and you'll die. Franchement, ils ont dû s'éclater à tourner ce film. Sur les plages, à Pattaya, etc. Mais est-ce qu'ils ont pensé aux spectateurs qui regardent ça derrière? Des vacances à Phuket. C'est le pied, non? La Thaïlande, le sable chaud, le climat humide, les jeunes femmes en bikini. Pour le cas, Xavier Duringer a payé de super vacances à ses potes sur ce film. Mais du coup, ils ont clairement oublié de tourner le film. Ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on s'ennuie ferme devant un long métrage réellement débile, réellement vain, qui n'a aucun sens et qui surtout possède un capital sympathie égal à 0, avec un paquet d'acteurs extrêmement mauvais. Même Sami Bouajila. Pour dire, le meilleur acteur de ce long métrage, c'est Seth Gecko. Seth Gex, putain. À partir de ce moment-là, je vois pas vraiment quoi vous dire de plus pour vous faire comprendre que cette œuvre est complètement vaine. C'est complètement inutile, c'est pas du tout marquant, et ça le reste encore aujourd'hui du haut de ses 30 000 entrées, je crois. Ce qui est quand même assez costaud. Passons donc au numéro 7. Bon, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, donc on va pas trop épiloguer, mais c'est un de ces films
duquel je suis ressorti en me disant que la morale et la manière de l'amener, c'était extrêmement douteux quand même comme geste. Dans son genre, le long métrage de Sofia Takal est une œuvre complètement fumée, qui ne sait jamais, ou presque, comment construire sa forme et son fond, et qui, dans une espèce d'autodestruction surprenante, se retrouve presque à s'aborder 50 ans de slasher. Franchement, on en est réduit à une parodie du genre, qui se prend beaucoup trop au sérieux et qui ne réussit à être bonne que durant ses 10 premières minutes, avant de sombrer dans un féminisme proche du harcèlement, qui ne contient rien de bon et qui surtout n'impose rien d'intéressant en termes de métaphore, de position et de jugement sur une situation qui semble presque tourner en dérision. Ce qui est un comble dans le 2019, post-#MeToo quand même. Bref, Takal s'est complètement planté et on va tout simplement essayer de mettre ce côté sur remake complètement inintéressant, comme bien d'autres, tant il y en a eu cette année. Et voici donc, par la suite, le numéro 6. Je me doutais que ce film allait être mauvais, dès la première bande-annonce. Mais j'avais ce tout petit espoir qui allait me faire dire que Neil Marshall, qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, allait peut-être sauver les pots cassés. Déjà de base, s'attaquer à ce personnage avec le cynisme et l'ironie d'un cinéma de super-héros proche de la parodie n'était pas vraiment la bonne idée. Mais alors en faire par là même une production britannique très cheap et pas du tout travaillée, cela était la pire idée du monde, sans le moindre doute. Rajoutons à cela que le pauvre Neil Marshall n'arrive absolument pas à remonter la pente et s'enfonce dans une esthétique gore et abusive qui n'ajoute rien au personnage et donne dans la foule à David Harbour l'un de ses rôles les plus médiocres. En même temps, vous allez me dire, sous 2 tonnes de maquillage, cela doit être compliqué de réussir à parler correctement et si Ron Perlman était un génie en cela, Harbour est juste pâteau et lourdeau. Un mauvais film de super-héros, il en fallait bien un dans ce classement. Allez, on rentre dans le gras du gras, les 5 pires films de l'année selon moi, à commencer par un numéro 5 assez gratiné. J'en ai vu des mauvais films d'horreur cette année, et des mauvais films tout court, mais je m'attendais pas à en voir un aussi lent, mal rythmé, mal réalisé, et surtout aussi inutile. Mais en même temps, je ne vois pas comment John R. Leonetti, auteur de l'extraordinaire Mortal Kombat Annihilation, aurait pu nous offrir un grand moment de cinéma. Car là, pour le coup, rien n'est logique, rien n'est cohérent, rien n'est bon, et surtout, pire du pire, on sent clairement que personne n'en a rien à faire. J'adore Stanley Tucci, mais alors ici, il est totalement à la ramasse, tout comme la jeune Kiernan Shipka, qui nous offre de son côté une performance que l'on n'arrête pas de remettre en question. Bon, passons sur ce long métrage qui s'est enterré tout seul sur Netflix, et tant mieux pour lui en un sens. Et arrêtez de donner la direction d'un film à John R. Leonetti, ça ne sert à rien, il n'est pas bon. Le numéro 4. J'en ai vu des films, essayer de se la jouer expérimentale et tout. Mais alors là, on est sur du Godard. Donc déjà c'est pas ouf, mais en plus soporifique. Pierre Créton nous offre ici un pur moment de cinéma complètement lourd, complètement vide, et surtout royalement mauvais, qui ne sait pas comment dépasser son stade de tout petit long métrage extrêmement amateur, car franchement, cela sonne comme tel, malgré une scène d'introduction vraiment cool. Mais rapidement, l'ennui nous gagne et on a la sensation que le cinéaste français ne sait absolument pas comment dominer son sujet, comment diriger ses acteurs et surtout comment en faire une œuvre prenante. Du coup, on se laisse s'endormir devant un long métrage complètement vain et assez inutile dans son genre, et qui en plus se permet le luxe de par moments presque sonner comme un documentaire alors qu'en fait, c'est mis en scène, c'est écrit et c'est joué par des acteurs. Un grand moment d'ennui. Encore plus d'amateurisme gratuit. Le numéro 3. Souvent, il est complexe de faire peur. Encore plus aujourd'hui, je pense. Mais alors là, ça faisait aussi longtemps que j'avais pas vu un film qui non seulement ne me faisait pas peur, mais qui en plus se permettait presque d'être drôle par moments.
Rarement je me suis autant ennuyé non seulement devant une œuvre de cinéma supposée me faire frissonner, mais surtout rarement je me suis autant demandé comment cela se faisait que je m'ennuyais autant devant une œuvre avec un concept sympa. Une application tueuse. Franchement, dans le genre destination finale like, ça pue la classe. Mais alors passé cette base, on n'a rien de neuf sous le soleil d'Hollywood. Et pour le coup, cela reste tout de même une œuvre d'auteur, en sachant que Justin Deck a écrit le scénario et réalisé cette œuvre, qu'il pensait ancrer dans les mythes et légendes urbaines modernes, un peu comme le Slenderman. Mais comme celui-ci, cela donne lieu à une œuvre nulle, pesante, abusive et inutile. Franchement, c'est tellement con qu'à de trop nombreuses reprises, je me suis permis de me frapper le front et surtout d'essayer d'imaginer comment le film aurait pu être meilleur. Et force est de constater qu'il aurait tout simplement fallu recommencer du début pour arriver à faire quelque chose d'au moins bien. Et voici donc les 2 pires films de l'année, et devinez quoi en plus? Comme chaque année, ils sont 100% français. Le numéro 2. Heureusement que le film a fait un four. Parce que pendant une fraction de seconde, dans une salle comble en avant-première, j'ai imaginé que le film ferait des millions d'entrées. Mais oui, l'ère où Franck Dubosc et Fabien Ottiniente faisaient des millions d'entrées avec leur concept à la con inspiré des vieux sketchs de l'humoriste, vient bien de prendre fin en 2019 dans les flammes d'un enfer paradisiaque qui devient un long métrage complètement vide et débile, de pas loin de 1h30 tout de même. Aucune histoire, si ce n'est un ensemble de petits sketchs humoristiques qui ne sont pas vraiment drôles en plus, aucune forme, aucun fond, aucune subtilité, ou juste une simplicité d'esprit ou de composition de l'image. Rien ne réussit à dépasser le stade de la blague, foireuse et complètement vaseuse, où Yvick ne réussit jamais à être drôle et où François-Xavier de Maison se ridiculise, lui qui était pourtant si doué et bon. Mais en réalité, All Inclusive est tout simplement un énorme gâchis de talent d'acteur, pour un cinéaste, qu'il va tout simplement falloir essayer d'arrêter de laisser créer. Mais bon, visiblement cela va certainement continuer pendant encore un peu de temps. Pas trop, j'espère. Et voici donc un film que je m'attendais à mettre dans le flop. Mais honnêtement, sachant que j'avais déjà mis leur précédent film l'année dernière dans mon flop, et qu'ici on était sur la suite, je pensais pas non plus qu'ils arriveraient à faire pire. Mais visiblement si. Voici donc le numéro 1. Bon, eux, ils sont forts quand même. Parce que l'année dernière, ils étaient 7e du flop, pas du top. Et là, ils ont réussi à faire pire en proposant même un nanar. Ce qui quand même vaut carrément une palme dans ce top, même pas juste la première place. J'ai passé un bien étrange moment devant une œuvre de cinéma quasi inutile de bout en bout, galvanisé par l'impression de constater que le 7e art français s'amusait à produire un peu n'importe quoi, sans penser aux conséquences qui allaient donner lieu à une production gangrénée par la facilité et la médiocrité par la suite, car dans son genre, Les Municipaux trop c'est trop n'est pas une œuvre de cinéma pour moi. C'est simplement 2 comiques qui ont décidé de prendre leur perso, puis d'en greffer d'autres et de les inclure dans un film qui veut parler de l'actualité, mais qui le fait de la manière la plus ridicule possible. Pour le coup, Je veux du soleil rend un meilleur hommage à la condition de ces personnes qui se battent pour leurs droits sociaux que ce que Ginibre et Carrière développent ici, au cœur d'un anti-long-métrage de cinéma. C'est presque un vrai non-film que nous offrent les 2 comiques, tant il n'y a aucune mise en scène, aucune forme, aucune force, aucune justesse d'écriture, simplement 2 cancres de la municipalité qui veulent nous faire croire à quelque chose de complètement faux, de la manière la plus sérieuse du monde. C'est sidérant à voir en fait. Heureusement pour nous, le public a su cette fois comprendre l'arnaque et n'est pas allé soutenir ce film qui clairement pour moi reste le pire film de l'année 2019 sans le moindre doute. Et vous alors, c'est quoi vos catastrophes cinématographiques selon vous de l'année? Bon, je sais que les 3 quarts des commentaires ça va être Katz. Pourquoi t'as pas mis Katz? Pourquoi Katz il est pas dedans? Pourquoi Katz est pas là? Où est Katz? Vous le savez déjà pourquoi ceux qui ont vu la vidéo. Bref, mettez-moi ça dans les commentaires, je lirai ça avec attention et on se retrouve demain pour continuer tout doucement cette petite semaine de top.